notre spécialité, alors vous voyez, on est tout à fait au nord de la Norvège, hein, sur la côte ouest des îles Lofoten. Voilà, c'est vraiment le nord, au-dessus du cercle polaire arctique. Alors il fait froid il fait froid en hiver, ouais, mais là en ce moment, là l'été, il fait jour tout le temps. Et là vous voyez, on vient d'être accueilli, donc la société Avguard que j'ai fondée en Norvège est soutenue par le gouvernement norvégien. Et on a eu la chance et l'honneur d'ailleurs d'être logé dans l'un des bâtiments les plus avancés en Norvège sur les recherches qui sont en rapport avec les biotechnologies et notamment tout ce qui est l'étude biologique à l'aide de technologies dans les océans. Et en particulier, la Norvège, à peu près les 3/4 du modèle économique norvégien, c'est-à-dire de la valeur ajoutée du PIB norvégien, vient de la mer. Il faut savoir que c'est un des pays les plus riches du monde. Aujourd'hui, le fonds norvégien d'investissement représente à peu près 13 000 milliards de dollars, c'est-à-dire qu'en fait, par habitant, un Norvégien, quand il naît, il a 250 000 euros sur son compte en banque. Hein, comparé avec un Français, non, c'est pas déclaré, c'est le fonds d'investissement norvégien, et les Norvégiens ont choisi de faire fructifier cet argent et sont très sensibles à l'environnement. Ils ont une conscience très scandinave d'ailleurs qui est partagée avec leurs voisins, que ce soit l'Islande, que ce soit la Suède, que ce soit la Finlande ou le Danemark. Ils ont une conscience écologique qui est très profonde. Et en particulier, ils s'intéressent énormément à la protection de l'environnement écologique. Et pour eux, notamment ce qui concerne la mer, qui est leur mère nourricière, au sens propre du terme, hein, ils ont choisi d'en prendre soin. Alors, il y a beaucoup de richesses dans la mer en Norvège. Hein. Il y a l'aquaculture, qui représente des milliards de dollars de chiffre d'affaires également. Il y a, vous savez, l'extraction du pétrole qui fabrique les plastiques indirectement, mais qui représente aujourd'hui le poumon énergétique de l'Europe. C'est actuellement le seul point, ce pays en Europe, où on produit de l'énergie, du gaz et du pétrole. Donc sans la Norvège, l'économie européenne s'effondre. Voilà, les choses sont claires de ce point de vue-là. Donc les Norvégiens ne font pas partie de l'Europe, ils n'ont pas l'euro, ils sont à la couronne norvégienne. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi d'aller là-haut? Parce qu'en fait, ils ont très bien compris les enjeux qui sont en rapport avec la mer. Donc on a créé, j'ai créé Avguard avec 2 Norvégiens. Et notre objectif, c'est de mettre des yeux sous les mers pour protéger les sites sensibles. Donc les sites sensibles, en gros, ils sont en 5 catégories. Il y a la partie défense, on est donc des plateformes pétrolières. Il y a en Norvège, il y a 96 plateformes pétrolières à protéger. Aujourd'hui, l'OTAN, et en particulier les États-Unis, ont choisi de protéger les plateformes pétrolières parce qu'ils ont bien compris que c'était un moyen de mettre le contrôle aussi sur l'Europe, hein, soyons bien clairs. Mais j'ai choisi de positionner Avguard en Norvège parce qu'effectivement, il y a un marché à court terme et on a une industrie de défense en France qui peut participer avec les technologies. Donc, moi, il se trouve que j'ai soutenu ma thèse au musée océanographique de Monaco sur les technologies de surveillance environnementale qui utilisent les réseaux de transmission sous-marins. Donc en fait, j'ai choisi de faire exploiter, après avoir cherché à le faire en France, je me suis perdu dans l'administration française, donc j'ai choisi d'aller exposer ça plutôt en Norvège. Et là, en Norvège, j'ai eu beaucoup de chance parce que on est tombé sur le plus gros client, qui est l'opérateur Equinor, qui opère les plateformes pétrolières en Norvège et qui a un besoin extrêmement urgent de protéger les plateformes. Donc 96 plateformes à protéger.
On est sur un projet pilote là pour la première plateforme qui est un projet prototype à hauteur d'à peu près entre 15 et 20 millions d'euros pour une plateforme pétrolière. Vous multipliez ça par 96 et vous avez à peu près le budget sur lequel les Norvégiens investissent. Sur l'aspect aquaculture, il y a un gros problème parce que vous savez que les poissons d'élevage polluent, mais également sont très sensibles à la pollution. Et tout ce qui a été dit tout à l'heure sur les microplastiques est un sujet qui est traité par les 5 startups qui sont hébergées avec nous dans ce centre qui a été fondé par Innovation Norway, qui est le centre d'innovation norvégien ou gouvernemental, qui nous supporte avec le propriétaire des locaux, Nordli, qui est le plus gros opérateur d'aquaculture de Norvège. Et puis c'est au nord de la Norvège, personne ne veut y aller. Ils ont énormément de mal à recruter des ingénieurs là-haut. Les salaires norvégiens sont à peu près entre 1,5 fois et 2 fois les salaires français. Mais le niveau de vie est aussi plus élevé, donc c'est difficile de motiver des ingénieurs à venir travailler chez nous. Donc on partage, là j'ai une douzaine d'ingénieurs partagés avec une autre société qui appartient à un de mes associés. Donc le troisième secteur, c'est ce qu'on appelle les ports intelligents, parce qu'il faut contrôler les flux de bateaux et les flux de navigation. Et là, on s'est associé à un des plus gros opérateurs qui s'appelle Intrapoint, qui est une société norvégo-américaine fondée par des Norvégiens, mais qui gère en gros les trafics de bateaux au voisinage de tous les sites sensibles du monde. Ils ont développé un logiciel de supervision qui utilise l'intelligence artificielle pour optimiser les flux. C'est un super AIS, voilà, mais privé. Voilà, entièrement privé, hein, et qui surveille les flux de bateaux. Alors, il surveille aussi les transferts d'hélicoptères entre les plateformes et les plateformes elles-mêmes sur l'aspect technique de leur fonctionnement, mais également les sites aquacoles. Donc, aquaculture, Smart Harbor, tout ce qui est navigation. Le quatrième secteur, c'est l'environnement proprement dit, c'est-à-dire le nettoyage de toutes les, on va dire, de toutes les plages norvégiennes, hein, parce que la Norvège est quand même un pays qui fait pas loin de 2500 km de côte entre le sud et le nord. Donc ils ont des très très grandes surfaces, sans compter les dizaines de milliers d'îles, de petites îles qui parsèment la côte norvégienne. Donc voilà, la Norvège, il y a un autre point, c'est toute l'hydroélectricité, parce qu'ils ont un cycle hydroélectrique, toute leur production électrique d'énergie se fait à partir de barrages, et ils contrôlent notamment également, c'est-à-dire les arrivées en amont des polluants dans la mer. Donc ils ont choisi de déployer à l'état de la nation une stratégie, et ils ont un besoin fort de technologie. Et c'est là où les technologies que j'ai développées ont été très très bien accueillies par les Norvégiens. Donc voilà, en gros, l'idée c'est d'aller recréer des réseaux de télécommunications sous-marins à très haut débit. Hein. L'idée c'est de passer soit par des réseaux filaires, soit par des réseaux non filaires, pour avoir au voisinage des sites sensibles des réseaux de télécom, une espèce d'internet sous-marin, un réseau 5G sous-marin si vous voulez, qui permet d'interconnecter les capteurs et de télépiloter les drones. Hein, parce que en fait, il y a 7 étapes pour aller protéger les mers d'un point de vue technique et d'un point de vue industriel. Le premier, c'est de détecter les menaces, détecter les dangers. Le deuxième, c'est une fois qu'on a détecté, c'est de transmettre les informations. Et donc là, on a besoin d'un réseau de télécom. Une fois qu'on a transmis, on a besoin d'analyser, c'est-à-dire d'identifier les menaces, de les caractériser, pour pouvoir ensuite prendre une décision. Cette décision, elle donne lieu à des transmissions d'ordres qui ensuite découlent vers les actionneurs, qui peuvent être soit des drones automatiques, des systèmes robotiques sous-marins, soit des opérateurs humains, mais il faut coordonner tout ça sur la base de ces échanges à partir des postes de contrôle qui sont
qui extrait des informations de la fusion de données des capteurs, donc des capteurs qui envoient des données hétérogènes, hein, des températures, des images, tout ça doit être fusionné et remonté dans le cloud. Donc là, ici, vous avez des capteurs sous-marins qui renvoient à des bouées de surface ou des plateformes de surface, qui renvoient l'information au cloud, dans lequel des algorithmes puissants d'intelligence artificielle vont fusionner ces données. Et nous, ce qu'on fait chez Avguard, c'est que on déploie d'abord les réseaux sous-marins de télécommunications, mais aussi on fournit des logiciels d'analyse, on est en train de les développer là, hein, des logiciels d'analyse qui fusionnent ces données pour reconstruire en temps réel l'environnement sous-marin avec un métaverse industriel. C'est-à-dire que les opérateurs, sans avoir besoin de plonger, parce que c'est très coûteux de déployer des opérateurs sous-marins hein, qui viennent agir en mer. En plus de ça, ils agissent de manière très échantillonnaire. On est obligé d'investir énormément d'argent pour ces opérations. Et donc le modèle économique est très rentable, parce que plutôt que de déployer des plongeurs qui en plus ont des cycles d'opération très ponctuels et géographiques, et temporelle, eh bien là on a une surveillance en continu et donc on peut opérer en temps continu sur des longues durées. Donc là on est sur des projets de R&D de recherche et développement qui vont s'étaler sur 2 ans avec une première étape à 1 an pour avoir notre première plateforme pétrolière surveillée et notre premier site environnemental justement au large des îles Lofoten. Parce que les îles Lofoten sont aussi un site très touristique. Ils font très attention à l'aspect environnemental. Donc, on protège des infrastructures, l'environnement, les sites sensibles. Et à la suite de tous les travaux que font les chercheurs, eh ben, on essaye d'apprendre et de comprendre et de trouver des solutions, ou en tout cas de participer modestement hein, à la mise en œuvre de certaines solutions en y asseyant dessus un modèle économique. Parce que toutes les bonnes volontés du monde sont très bien, hein, mais nous sommes dans un monde économique et il faut faire du business avec ça. Donc la bonne question à se poser, c'est comment à partir de ces bonnes volontés, on extrait de la valeur ajoutée qui fait qu'il y a un cycle vertueux qui s'installe où les gens vont aller traiter et auront un intérêt à aller traiter des déchets. Voilà, donc ça c'est ça qu'on essaye de trouver. Alors évidemment, ça c'est tous les secteurs qu'on couvre, hein, les cultures, les activités. Donc au final, on construit un métaverse industriel. Ça c'est une photo qu'on a depuis notre plage là, sur les îles Lofoten. On a des gens qui sont extrêmement qualifiés pour pouvoir faire ces recherches hein, et ces travaux, puisqu'il nous faut des électroniciens, il nous faut des gens qui maîtrisent la technologie pour pouvoir réaliser les produits et les solutions. Et c'est là où on a une approche un petit peu différente par rapport à ce qui existe, c'est-à-dire que la question, c'est pas soit on est écolo et on rejette la technologie, soit on est technologue et on se fout de l'écologie. En fait, la bonne question à se poser, c'est comment la technologie peut servir l'écologie. Voilà. Et comment, sur ce cycle-là, on peut coller un modèle économique pour enrichir les populations et que tout le monde y trouve un intérêt à un moment ou à un autre. Et ça, c'est ce que les Norvégiens ont très rapidement compris. Et c'est ce qu'ils essayent de mettre en œuvre. Voilà. On a des réseaux... Alors, les technologies qu'on développe, c'est les réseaux polymorphes sous-marins. Polymorphes, ça veut dire qu'ils utilisent soit l'optique, soit le son, soit l'acoustique, soit la magnéto-induction pour communiquer. Alors pourquoi il y a 3 technologies? C'est tout simplement parce que nous, on essaye de trouver celle qui est la plus efficace au regard de certains critères. Par exemple, si on utilise le son, ça perturbe la faune marine. Aujourd'hui, 90% des télécommunications sous-marines utilisent les ondes ultrasoniques et les ondes acoustiques qui viennent perturber notamment les mammifères marins. Et il y a même des gens qui essayent de reproduire le son des dauphins, etc. Mais le problème, c'est que ça perturbe la faune. Donc une première, j'ai passé à peu près 2 ans sur ma thèse de doctorat à étudier l'impact des télécommunications sur la faune et la flore. Et donc on peut y mettre tout ce qu'on veut sous l'eau, mais c'est perturbateur pour la faune et la flore. Et donc, quelle est à un moment donné et à un point donné la meilleure technologie pour communiquer? Et là aussi, dans les capteurs, dans les transmetteurs, on met de l'intelligence artificielle parce qu'on évalue le risque
en temps réel, avec des caméras, en prenant les informations des capteurs, et on choisit, à ce moment-là, c'est mieux de passer par une liaison optique, ou à cet endroit-là, c'est mieux de passer par une liaison acoustique, ou à cet endroit-là, c'est mieux de passer par une magnéto-induction. Voilà, donc les capteurs sont intelligents, et le réseau est polymorphe parce qu'il s'auto-configure en temps réel, en utilisant l'intelligence artificielle, en utilisant des capteurs, et le résultat de ces traitements, c'est un métaverse. Alors je vous montre le métaverse, c'est-à-dire qu'en fait, on reconstruit l'environnement sous-marin sans y être, à partir des données des capteurs. Donc l'image que vous voyez est reconstruite par une intelligence artificielle, mais qui est quand même très proche de la réalité. Et surtout, elle évolue en 3 dimensions. À partir peut-être des photos réelles, comme notre artiste a fait. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir... Alors là, vous voyez qu'il y a plein de petits rectangles. C'est-à-dire qu'en temps réel, les capteurs ou les drones qui circulent dans l'environnement sous-marin remontent les données et des logiciels d'intelligence artificielle viennent reconnaître la faune et la flore et est même capable de dire si elle est en bonne santé, sans avoir besoin de plonger et en temps réel. S'il y a un objet étranger que suspecte. Alors oui, parce que ça c'est les applications de défense. On essaye de regarder effectivement si c'est un plongeur, si c'est un drone, si c'est un sous-marin, si c'est une torpille. Enfin, on est avec ces mêmes logiciels, on projette, on a vocation aussi à protéger les sites. Voilà. Et donc on prend des photos réelles. Et là, les banques de données des chercheurs sont très importantes. C'est un travail de fourmi que les scientifiques font. Et nous, on essaye de les réutiliser pour tout simplement implémenter ça dans des algorithmes et automatiser, vu les surfaces qu'on a à couvrir et les volumes qu'on a à couvrir spatiaux, il faut de toute façon faire appel à la technologie pour bien surveiller l'environnement. Voilà. Et puis, je vous mets une petite photo des îles, parce que c'est quand même des paysages qui sont magnifiques, là-bas en Norvège. Quand j'y vais en hiver, j'ai le plaisir de voir les aurores boréales. Et c'est vraiment des pays, l'eau est très très pure, hein. C'est très très agréable. Et je viens d'apprendre qu'effectivement, c'était quand même des environnements qui étaient pollués, parce que, si j'ai bien compris, les déchets qui arrivent de nos côtes remontent vers l'Arctique. Donc ça, c'est très précieux d'avoir des résultats comme cela au niveau de la recherche. Voilà. Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup.